Et naturellement, quand on me demande de donner mon témoignage, j'ai un arrêt. J'ai un arrêt parce que ça me fait vivre toutes les mauvaises choses que j'ai faites, surtout à mon épouse. Mais d'un autre côté, je ne pourrais pas ne pas dire ce que Jésus, lui, a fait dans ma vie. Alors, ma vie ou ma mauvaise vie, elle a commencé à l'âge de 9 ans. On restait dans Hochelaga Maisonneuve et mes parents étaient concierges d'un bloc appartement. Et à la fin du mois, mon père me demandait d'aller porter les reçus de loyer aux locataires. Et une journée que j'ai été porter les reçus, je me suis fait attaquer sexuellement par l'un d'eux. Et à cet âge-là, c'est quelque chose de très bouleversant que je n'osais pas partager et de dire à personne. Donc, ce que j'ai fait, je me suis tout simplement réfugié dans ma maison. Moi, je n'avais pas de chambre. J'étais dans un lit pliant qui était dans le passage chez nous. Et j'avais deux sœurs, mes aînées, de 8 ans et de 12 ans. La relation avec mon père et ma mère n'est pas qu'est-ce qui était de meilleur. Et ma mère me laissait seule avec mon père car elle sortait avec mes deux sœurs pour aller dans des cabarets, pour aller danser, entendre chanter la musique et tout. Donc, moi, le soir, mon père, après le souper, allait s'asseoir dans le salon, se levait, allait en dessous de son lit et allait chercher une bière. Il allait chercher une bière et il faisait cette navette-là toute la soirée. Et moi, avec mon angoisse, un soir, mon père s'est endormi. J'ai été en dessous de son lit et j'ai été chercher une bière. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça m'a emmené la paix. J'avais une paix qui était insurmontable, mais avec la bière, ça m'avait calmé. Naturellement, les soirs se sont continués et j'ai continué à aller chercher de la bière quand mon père s'endormait. Et un soir, c'était 2 bières et un soir, c'était 3 bières. Et je m'en allais à l'école le lendemain avec mon sac d'école et 4 bières. Et naturellement, quand tu arrives à l'école avec 4 bières, il faut que tu ailles te cacher dans les toilettes pour boire tes 4 bières. Et là, naturellement, tout le monde me cherchait jusqu'à temps qu'il y en a un qui a dit « Si vous cherchez du B, il est en train de boire ses bières dans les toilettes. » Alors moi, je peux vous dire que ça n'a pas été long que le conseil de l'école a appelé mes parents et ils m'ont congédié de l'école. Et là, naturellement, on m'a placé dans un collège privé à Longueuil. On m'a dit que j'étais pour être en sécurité. Mais c'est un grand mot, la sécurité. Parce que avec l'argent de poche de mes parents et un homme, je pouvais quand même avoir de la bière. Et à un moment donné, je me suis poussé du collège et les policiers m'ont ramené. Et ça, j'ai fait ça à quelques reprises. Et en dernier, le collège a appelé mes parents. Ils ont dit, venez chercher votre garçon. Et là, je vais arriver à l'âge de 12 ans et je vais commencer à me tenir avec différentes personnes. Et là, je vais aller travailler dans une épicerie. Chez nous, dans Hochelaga Maisonneuve, il y avait la rue Hochelaga, Orléans, Jeanne d'Arc, Bourbonnière, et il y avait 4 épiceries. Et je peux vous dire que je les ai faites toutes les 4. La première place qu'on m'a engagée, on m'avait demandé d'aller placer des bouteilles vides dans le sous-sol. Et je peux vous dire qu'ils n'ont jamais manqué de bouteilles vides.
Mais moi, je leur disais, c'était pour garder ma job. Alors, on m'a tout simplement congédié. J'ai fait les 4 épiceries comme ça. Je n'avais pas de la misère à me vendre. J'étais un vendeur. Mais je n'étais pas capable de garder les jobs à cause de ma consommation. Et là, naturellement, je vais arriver à l'âge de 16 ans. Et là, naturellement, je vais me joindre aux gangs de rue. Et je peux juste vous dire, ça serait un petit peu trop long à vous énumérer, mais j'ai fait des vols, j'ai fait toutes sortes de choses illégales. Et là, naturellement, un bonsoir, alors que je sortais d'un bar de l'armée de Navy, il y a 2 hommes qui m'attendaient avec des fusils. Ils m'ont pris par le collet, ils m'ont mis sur le banc en arrière avec une couverture et un fusil sur la tête et ils m'ont dit, tu ne nous dérangeras plus. Et là, naturellement, les minutes ont été très longues. J'étais très angoissé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement essayé de me calmer, mais c'était dur. Et à un moment donné, après une demi-heure, comme il faut, j'ai entendu le chauffeur crier « Oh non !» Et là, je me demandais pourquoi ce qu'il disait « Oh non !» On était au coin de Saint-Hubert et Vigée et il venait de passer sur la lumière rouge et les policiers étaient juste sur le coin de la rue. Alors, les policiers ont arrêté l'auto, ont désarmé parce que j'ai crié et ils m'ont libéré. Naturellement, pour moi, c'était tout simplement une chance, car je n'avais pas Dieu dans ma vie. Alors, ça, c'est arrivé comme ça. Et par la suite, naturellement, j'ai continué. J'ai continué à cette mauvaise vie-là. Et à un moment donné, à l'âge de 17 ans, une année de plus, j'avais des amis qui étaient dans les forces armées, dans la Marine royale canadienne, et ils m'ont dit, tu devrais venir avec nous, ça va te faire du bien. Et j'ai été voir mon père, parce que ça prenait 21 ans, et j'ai dit, père, avec tout ce que j'ai fait, je crois que la Marine royale canadienne pourrait m'aider à devenir un homme sérieux. Et là, mon père a signé. C'était au mois de juin 1962. Et là, naturellement, je rentre dans les forces armées et naturellement, je continue à consommer. Le soir, j'ai réussi à passer par-dessus la clôture et à m'en aller chercher de la bière. Et je reviens dans la nuit et je passe en dessous de la clôture. Et je fais ça quelques fois. Mais l'armée ne pouvait plus tolérer ça. Alors, au mois de janvier 63, ils ont envoyé une lettre à mon père disant, pour le bénéfice de la Marine royale canadienne et le bénéfice de votre garçon, la Marine royale canadienne a congédié votre garçon. Et cette lettre-là a été envoyée à mon père et je m'étais aperçu de ça dernièrement. Il a reçu ça la journée de son anniversaire, le 15 janvier 63. C'était réellement un déshonneur parce que mes parents ont quand même essayé de tout faire pour moi. Alors, là, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Et là, c'est là que j'ai regardé dans le journal et on demandait un homme sérieux pour aller travailler chez Steinberg à 5400 au Chalaga, dans l'entrepôt des fruits et légumes. Et là, naturellement, le 12 décembre 64, je vais rencontrer une belle jeune fille qui s'appelle Rose. Elle travaille dans le département du délicatessen et moi, je reçois les boîtes
par un convoyeur de l'autre côté. Et naturellement, je vais faire ça une bonne secousse. Mais comme je vous dirais, je continuais à consommer parce que c'était facile dans un entrepôt de trouver où était la bière. Le 12 décembre, c'était la soirée des fêtes de Noël et c'est là que j'ai fait mes premiers pas avec Rose dans la cafétéria qui avait été transformée en salle de danse. J'ai connu Rose le 12, pour bien dire, décembre. Je me suis fiancé à Pâques. Ma mère ne la connaissait même pas. Et je me suis marié au mois de juillet 65. Et là, naturellement, pour me marier, ça me prenait 21 ans. J'avais à peine 19 ans. Et j'ai demandé à mon père encore une fois s'il voulait signer pour moi. Et je peux vous dire que mon père aurait signé n'importe quoi. Parce que là, il voyait ma condition. Donc, j'ai travaillé et j'ai continué dans ce domaine-là. Et à un moment donné, j'ai dû partir de Steinberg. Et c'est toujours pour la même chose, pour la consommation. Là, j'étais marié à Rose. Et naturellement, ça fait 56 ans aujourd'hui. Et on a eu 3 enfants. On a eu un garçon en premier qui était en bonne santé, une bonne éducation. Et on a eu 2 filles par la suite qui sont venues au monde handicapées visuelles, non-voyantes, aveugles. Et là, je peux vous dire que je me suis senti terriblement coupable à cause de ma consommation. J'en étais le responsable. Et là, naturellement, au lieu de m'arrêter, j'ai encore une fois et malheureusement continué à consommer de l'alcool. Et là, naturellement, en consommant de l'alcool, j'étais rarement chez nous. Et je me suis trouvé un emploi pour Gillette du Canada. Et l'après-midi, je me tenais dans un bar sur la rue Jean-Talon. Je ne savais pas c'était à qui ce bar-là. Mais, étant donné que j'y allais là tous les après-midi, à un moment donné, on a commencé à m'envoyer des consommations, des repas, tout à fait gratuits. Alors là, moi, je me sentais important. Et à un moment donné, on me demandait des petits services, d'aller chercher quelqu'un là, d'aller conduire quelqu'un là, d'aller chercher quelqu'un là. Et ça a duré une bonne secousse, jusqu'à temps qu'un jour, on me demande d'aller chercher un camion à Burlington, aux États-Unis, et de pouvoir passer les douanes vers minuit moins quart, car c'était le changement de patrouille de la police. J'avais 15 minutes pour passer et j'ai longé un cimetière qui m'emmenait directement à Venise, au Québec. Et je peux vous dire que le camion était chargé de drogue, de pornographie. Et imaginez tout ce que vous voulez. Le camion était plein. Je l'ai fait une couple de fois, mais à un moment donné, la gendarmerie royale m'attendait de pied ferme à Venise, au Québec. Et là, naturellement, ils m'ont arrêté et ils m'ont gardé à l'intérieur des murs de Parthenay. Et là, naturellement, les policiers m'ont relâché et naturellement,
avec mon intelligence, j'ai continué à faire ce rite-là, à prendre un verre. Cependant, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement changé de bar. C'est intelligent. Je me suis en allé dans un bar qui s'appelait le Mont-Pays à Ville-Saint-Michel. Et là, naturellement, les policiers m'ont dit, Gérald, il y a un moment donné, si tu continues à faire ça, car tu sais, quand les policiers t'arrêtent, mais naturellement, le crime organisé, la mafia n'aime pas ça. Alors, on veut t'avertir d'avance. Et un soir, je me suis rendu au cabaret quand même, le Mon Pays, et j'étais assis à une table en avant avec deux gars du crime organisé. Et Roland Montreuil devait venir chanter dans son spectacle. Et 5 minutes avant le début du spectacle, je me suis dirigé à la salle de bain, aux toilettes. Et après avoir fini aux toilettes, j'ai ouvert la champlure pour me laver les mains. Et là, j'ai entendu 4 coups de feu. Et naturellement, ces 4 coups de feu-là que j'ai entendus, je n'ai pas sorti des toilettes. Et là, quelques minutes plus tard, il y a un homme qui est rentré et qui a dit, les 2 gars qui étaient assis avec toi en avant viennent de se faire descendre. Et encore une fois, je m'en sortais. Je m'avais levé juste à temps pour pouvoir m'en sortir. Mais naturellement, j'ai essayé de me sortir de là, mais les policiers m'attendaient à l'extérieur. Et là, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, Gérald, quand est-ce que tu vas comprendre le bon sens? Tu vas te faire descendre, pas par nous, mais par le crime organisé. Et moi, j'avais emmené les policiers, imaginez-vous, de Ville d'Anjou. Je les avais emmenés dans le sous-sol de mon propriétaire sur Roi-René et on leur tournait des films pornographiques aux policiers. Alors, je les avais mis de côté, de mon côté. Et naturellement, j'avais certains policiers qui pouvaient me protéger et m'aider. Mais un soir, on me dit, Gérald, rentre immédiatement à la maison, car on vient d'avoir une information. Il y a 2 personnes qui vont être chez toi tantôt et ils s'en viennent te tirer, ils s'en viennent te tuer. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais il dit, moi, je vais me mettre en arrière du rideau de douche, le policier, et l'autre en arrière du rideau dans le salon. Et quand on te le dira, tu rouvres la porte et tu te jettes à terre. Alors, une demi-heure plus tard que les policiers ont entré, ça l'a cogné à la porte. J'ai ouvert, je me suis acheté à terre et ils les ont désarmés, ils les ont arrêtés. Encore une fois, je m'en sortais. C'était dur à comprendre pourquoi ce que je continuais, c'était à cause de la boisson, de l'alcool qui avait tout pris ma vie. Et là, naturellement, je me suis dit, je ne peux plus rester chez moi parce que ma famille était en danger. Alors, on était au mois de juin et j'avais un parrain qui était dans évangélisation, non, il était dans AA. Et j'avais été faire quelques meetings avec lui et il m'avait dit, Gérald, t'es couché dans un parc? J'ai dit oui. On est l'été au mois de juin et je ne peux plus rester à la maison parce qu'ils peuvent venir descendre ma famille et tout ça. Mais les nuits n'étaient pas chaudes dans un parc au mois de juin. Et alors, l'homme qui prenait soin de moi m'a emmené à la Maison du Père dans le Vieux-Montréal. Et là, j'étais avec les itinérants.
Et je peux-tu vous dire que c'était la plus belle place que je pouvais être, car le crime organisé avait perdu ma place. Il ne me cherchait pas à la maison du Père. Et une soirée comme ça, on avait des petits meetings de la drogue, c'est-à-dire pour ceux qui consommaient. Et un soir, un thérapeute qui travaillait pour ceux qui prenaient de la drogue et de la boisson est venu donner son témoignage. Et son témoignage a parlé de Dieu. Mais Dieu, pour moi, j'avais attendu ça à l'école. Et je n'ai pas été longtemps à l'école. J'ai quitté l'école en 4e année primaire. Alors, par contre, après qu'il ait fini son témoignage, j'ai été le rencontrer et je lui ai demandé ceci. Est-ce que ce serait possible que tu m'emmènerais en thérapie? Il m'a demandé immédiatement, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Je lui ai dit oui. Il dit, est-ce que tu restes avec eux? Je lui ai dit non. Il dit, je vais descendre avec toi et si ton épouse a veut, vous me suivrez jusqu'à Sainte-Agathe, jusqu'à la villa et je vais te prendre avec moi. Et je le sais qu'à l'époque, ça coûtait environ 400 $. Je n'avais plus rien du tout et c'est une de mes sœurs qui a payé. Et là, à un moment donné, j'arrive à la villa Le Goéland. Je ne consommais pas de boisson depuis que j'étais parti de la maison du Père, mais j'avais gardé des stupéfiants dans mes poches. Et quand je suis arrivé à la villa Le Goéland, il y avait un homme qui s'appelait Albert le Gitan, qui me reçut avec un grand sourire, me prit dans ses bras, me fait visiter la villa et m'a emmené à ma chambre. Et là, ça a été trop fort pour moi. Je n'ai pas pu résister. J'ai pris la drogue que j'avais dans mes poches et je lui ai donné. Et ça, je me souviendrai tout le temps. C'était le 9 septembre 1962. Alors, là, on est rentré dans la villa et on est le vendredi. Et durant 3 jours, le sevrage est tellement haut, ma pression elle a chuté énormément et je vais tomber à terre dans un semi-coma. Et là, naturellement, quand est arrivé le semi-coma, on m'a transféré immédiatement à l'hôpital de Sainte-Agathe. Et ça, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Il y avait un médecin qui a demandé à une infirmière, est-ce que ce gars-là est marié? Y a-t-il des enfants? Et ça a pris quelques minutes et une femme qui devait être l'infirmière a dit oui, docteur, il est marié, il a 3 jeunes enfants. Alors, il dit, appelez sa famille, il ne passera pas la nuit. Il n'a pas plus que 6 heures à vivre. Et on a appelé mon épouse, il était 11 heures le soir, et elle est descendue de Ville-Saint-Michel, venir me chercher. Et naturellement, je n'ai pas pu sortir immédiatement de l'hôpital. J'ai été avec un sac brun. Je devais souffler là-dedans parce que je faisais de l'hyperventilation. Et quand je suis sorti, mon épouse me prit à nouveau et elle m'a emmené à la maison. Et je peux vous dire que c'était très dur à vivre, pour elle et pour moi. Et là, naturellement, je ne veux plus consommer. J'ai au moins la volonté de dire ça. Et naturellement, je suis dans la maison
et ça va durer quelques mois. Je ne peux pas conduire d'auto. Je ne peux pas voir même les lignes blanches dans la rue s'avancer. Donc, je suis au lit et je vais passer plusieurs semaines avant que tout se replace tranquillement. Et là, à un moment donné, je prends le Journal de Montréal et je regarde pour un emploi. Et là, je vais tomber sur Québécois. Québécois, qui est le Journal de Montréal, Éco-Vedette et tous ces journaux à potins. Et je vais me rendre là-bas et en arrivant au comptoir de la rue Roy, où était Québécois, il n'y avait personne au comptoir en bas. Alors, j'ai décidé de prendre l'escalier et de monter jusqu'en haut. Et je suis arrivé face à face avec le président de Québécois, M. Pierre Péladeau. Et j'avais entendu parler, quand je faisais du meeting en A, que M. Pierre Péladeau faisait également du meeting à Sainte-Adèle. Et j'ai pu lui conter qu'est-ce qui m'est arrivé. Il m'a ouvert le pas et il me dit, tu t'assois là et tu commences à travailler dès aujourd'hui. Et je travaillais avec M. René Caron, l'acteur des Belles histoires des pays d'en haut, et on travaillait le théâtre d'été d'Éco-Vedette. Alors, moi, j'avais mon bureau et M. Caron avait le sien. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu annoncer un produit dans Éco-Vedette, dans le cahier d'été. Et moi, je lui ai demandé, j'ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que c'est possible de savoir de où vient ce produit-là? Parce qu'avant d'annoncer, je dois vous dire que je suis payé à la commission. Alors, il m'a emmené sur un homme dans un bureau de la compagnie Simtab à Laval. Et cet homme-là m'a reçu dans son bureau, me présenté le produit et j'ai continué à parler avec lui. Et il me dit, c'est drôle que tu sois dans mon bureau aujourd'hui. J'ai réellement besoin d'un homme comme toi. Et je lui ai demandé quoi faire. Il dit, tu vas aller visiter les bureaux d'architectes et de designers au Québec. Je veux faire connaître mes produits de design, les produits muraux, les comptoirs, les tables et tout ça. Et au bout d'une heure, j'ai accepté l'emploi. Et là, naturellement, je n'ai pas laissé Québécois immédiatement. Je me suis arrangé pour faire les deux places. Et à un moment donné, naturellement, j'ai commencé à sortir toute la marchandise de l'entrepôt de Simtab pour essayer de la vendre. Et là, naturellement, même si j'étais payé à la commission, j'avais réussi dans un an de travail à vendre pour 2 millions de dollars de marchandises, ce qui représentait 5 de commission, ça me donnait 100 000 dollars. Vous pouvez vous imaginer, dans les années 82-83, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Quand j'étais dans le crime organisé, je dépensais quand même 2 000 dollars par jour. J'aimais ça donner. J'achetais des chapeaux de cow-boy dans un cabaret et j'ai donné à tout le monde. Je payais les consommations à tout le monde. J'aimais ça. Et à un moment donné, le propriétaire qui m'avait engagé chez Simtab, un soir, il m'a demandé, il dit, Gérald, demain, je m'en vais dans un déjeuner d'hommes d'affaires chrétiens. Est-ce que tu viendrais avec moi? Est-ce que tu pourrais être ici à 7h30? Et moi, j'ai dit oui, parce que je ne voulais pas perdre mon emploi. Je lui ai dit oui. Alors, le matin, je me suis rendu au bureau de Simtab.
et j'ai embarqué avec le propriétaire dans son auto et on a descendu à Laval. Et je me souviendrai tout le temps de voir plusieurs hommes qui étaient là avec un sourire et qui, naturellement, avaient quelque chose qui était plus fort que moi, de voir des gens heureux, qui ne consommaient pas, qui parlaient de Dieu. Et là, vers la fin, on est venu me voir à ma table et on m'a remis un Nouveau Testament. Et on me dit, j'aimerais ça que tu puisses lire le Nouveau Testament et de souligner en jaune, voici un crayon, de toutes les choses que tu vas lire si tu ne les comprends pas. Et mon épouse pourrait vous dire que le soir que je suis arrivé à la maison, c'est-à-dire l'après-midi, je me suis mis à lire ce Nouveau Testament. Et je pense que je l'ai tout souligné en jaune. Aujourd'hui, il y avait des choses que je connais, mais dans le temps, je ne connaissais rien. Et là, je suis revenu au bureau le lendemain matin avec mon Nouveau Testament. J'ai été voir le propriétaire qui, lui, allait à l'église de Terrebonne-Mascouche. Je ne le savais pas. Et là, il me dit, as-tu des questions à me poser? J'ai dit, si tu penses que j'ai des questions, j'en ai énormément de questions. Alors, il dit, on va aller dîner ensemble dans un petit restaurant sur le boulevard Saint-Martin. Alors, on est partis tous les deux et je peux vous dire que le dîner était assez long car j'avais énormément de questions à poser. Et il m'a dit, maintenant que j'ai répondu à toutes tes questions, est-ce que tu serais prête à répondre à mes questions? Je lui ai dit certainement. Il dit, est-ce que tu crois que tu es un pécheur? J'ai dit, je peux juste te dire, si tu parles de péché, j'en suis tout un pécheur. Alors il me dit, est-ce que tu sais, en lisant le Nouveau Testament, dans Jean 3,16, que ce que Jésus a fait, il est mort à la croix pour toi, pour moi et pour tous ceux qui l'ont accepté, et il nous a donné la vie éternelle si on est prêt à confesser nos péchés et à l'accepter comme don gratuit dans notre vie. Et là, il s'est mis à prier et il m'a posé la question. Tu reconnais que tu es un pécheur? J'ai dit oui. Est-ce que tu serais capable de demander pardon à Jésus? J'ai dit oui, je suis capable. Alors, il dit, si tu es sérieux, demande qu'il vienne dans ta vie, car il est mort pour toi. Et je lui ai demandé, Seigneur Jésus, j'ai bien entendu toutes les questions et les réponses, et je te demanderai de venir dans ma vie. Et là, naturellement, il m'a dit, Gérald, ça va se faire par étapes, mais je peux juste te dire que ta vie va changer. Et là, naturellement, le soir que je suis revenu chez moi, je parlais juste de Jésus. Tout le monde était impressionné. Ils m'ont dit, bon, il a laissé la boisson pour s'embarquer dans la religion. Et là, naturellement, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas faire autrement que de parler de Jésus. Et là, un matin, j'ai demandé à ma femme et à mes deux filles de venir avec moi à l'église. De toute façon, d'aller peu importe à quelle église, mais il fallait sortir de la maison. Et j'avais été assez direct quand je leur ai demandé ceci.
Et en fin de compte, pour me faire taire, ils m'ont suivi à l'église de Terrebonne-Mascouche. Et je me souviendrai tout le temps, on est arrivé là-bas et il y avait une dame qui s'appelait Marianne Petitclerc et Carole Silvera qui se sont occupées de mes deux filles. Au début, mes deux filles n'osaient pas trop parler, mais Carole Silvera était toute une femme. Elle avait le Seigneur dans son cœur et elle a continué. Alors, c'est là que me suis dit, Jésus n'est pas là juste pour moi, mais il est là pour ma famille. Mes filles ont continué à cheminer et à un moment donné, avec mon épouse, on avait été dans une conférence d'évangélisation et mes deux filles ont donné leur vie à Jésus. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a fait avec mes deux filles? En plus d'avoir fait ça avec Gérald, Manon, qui était la plus vieille des deux filles, est devenue la première femme avocate non-voyante en 1991. Et mon autre fille est aujourd'hui directrice de l'INCA. Elle aide les personnes handicapées visuelles à s'apprendre d'une tablette, d'un téléphone et de tout ça. Donc, non seulement qu'il a fait ça avec mes deux filles, mais il leur a donné chacun un mari. Chacun un mari qui voit clair. Et vous savez quoi? Ces deux hommes-là sont les pasteurs de nos églises. Un qui est à l'église de la Rivière, à Rivière-de-Prairie, et l'autre à Saint-Hilaire. Hugo Etier, que vous avez entendu la semaine passée, et Michel Coriati. Et ma fille Manon, elle a eu 3 enfants et ils voient tous clair aujourd'hui. Ma fille Lynn a eu 4 enfants qui sont tous majeurs aujourd'hui, même si c'est la plus jeune. Et les 4 enfants, ils voient clair. Donc aujourd'hui, notre richesse, c'est notre famille. C'est ce que c'est le plus important. Et vous allez peut-être vous demander ou dire, avec tout ce qu'il a fait, il avait besoin de Dieu. Et je peux vous dire une chose, si vous dites ça ou pensez ça, vous avez entièrement raison. J'avais besoin de Dieu, mais ce que vous devez savoir, on a tous besoin de Jésus dans notre vie. Pourquoi? Car un jour viendra sur terre notre départ. Et quand j'ai accepté le Seigneur, on me dit maintenant, Gérald, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi par le Saint-Esprit. Et naturellement, c'est ça qui est important, de donner sa vie à Jésus. Et ceux qui m'entendent ce matin, je vous dirais, vous n'avez pas besoin d'avoir consommé toute votre vie, d'avoir fait les coups manquables. Si je témoigne ce matin, c'est pour vous dire qu'après 38 ans que j'ai accepté Jésus, il a changé beaucoup, beaucoup ma vie. Et j'ai pu naturellement enseigner, j'ai pu organiser des campagnes d'évangélisation, j'ai pu travailler à la pastorale des pasteurs avec notre association, j'ai pu travailler avec Aujourd'hui l'Espoir, et c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Tantôt, quand ce sera le temps,
je partirai de cette vie. Mais ce que vous devez savoir, il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est les bonnes personnes qui vont au ciel? Malheureusement, non. C'est ceux qui allent au ciel, c'est ceux qui ont accepté le don gratuit de Jésus-Christ. Et comment que vous pouvez l'accepter, ce don gratuit? C'est très facile. Il est là présentement ce matin et il entend tout ce que je dis et vous l'entendez, vous, pareillement. Et si vous le voulez, vous pouvez naturellement l'accepter comme votre sauveur personnel. Et tantôt, vous allez avoir un nouveau corps. Et ce que je vous dis là, vous allez le trouver dans les Écritures. Vous allez avoir un nouveau corps et ce corps-là. Si je prends Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a en effet pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 10, 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que Jésus fait. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre pour que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et le verset 20 termine, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je ne suis pas devenu parfait. Le Saint-Esprit travaille encore ma vie. Malgré ma condition, aujourd'hui, je suis handicapé et je suis en chaise roulante. Mais je peux faire comme ce matin, transmettre la bonne nouvelle que j'ai reçue. Et si ça n'aurait pas fonctionné, je ne serais pas devant cet écran après 38 ans. Et je peux vous dire solennellement qu'il n'y a aucune religion qui est bonne, juste votre relation avec Dieu. C'est ça qui est le plus important ce matin, de comprendre. Alors, je continue à m'occuper de groupes d'hommes. Je enseigne à la prière le mercredi et le vendredi pour l'Église de la Valesse. Et je peux, en plus de ça, m'occuper de la prière 24/7. Et c'est ça qui est le plus important, d'être capable de continuer à servir dans cette œuvre-là que Jésus m'a donnée. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps ce matin. Et dites-vous que vous ne savez pas quelle journée que Dieu va venir vous chercher. On ne sait pas. J'ai vu une dame sortir d'un endroit d'hôpital. Elle venait de se faire un examen pour l'estomac. Son ventre était de 29 semaines. Et en sortant de là, elle s'est fait frapper par un camion. Une femme d'une 30aine d'années. Donc, on ne sait pas quand est-ce qui est notre dernier temps. Mais dites-vous une chose, il y a une vie après la mort et cette vie-là, c'est l'éternité. Elle n'aura pas de fin. Et vous allez pouvoir vous souvenir de beaucoup de choses, mais le péché n'existera plus. Jésus nous a donné le libre arbitre. La vie éternelle est proche et il faut recevoir Jésus.